Donc, je remercie les intervenants présents. Donc, nous avons Régis Vachnik, merci, qui va se présenter. Nous avons aussi la chance d'avoir Marc Baching. Bramcha. Je savais que j'allais fourcher un moment ou l'autre, je suis désolé. Voilà, ils vont se présenter. Normalement, nous avions Marco Baldin, qui est responsable d'intégration pour Videlio HMS, qui concerne les navires de croisière. Hélas, il devait arriver à Londres pour un salon professionnel autour du monde de la croisière, mais son avion, je sais pas, apparemment, eu un problème de décalage, donc il est en train de voler, donc il ne pourra pas assister, mais je porterai la parole de lui, et notamment aussi de Sacha Savenkov, qui est directeur technique de l'entertainment sur les navires de croisière pour Royal Caribbean. Voilà. Donc, je vais laisser Régis peut-être se présenter. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors Régis Vachnik, je suis le directeur du pôle régie de la PEC. La PEC, c'est Paris Company Entertainment, qui reprend 3 sites. Donc il y a le Bataclan, il y a l'Accor Arena, Bercy, et il y a la Chapelle, l'Adidas, qui est Porte de la Chapelle. Qui est en train de naître et qui va être exploité au mois de février. Mon parcours, vite fait, j'ai fait un BTS audiovisuel à Condé-sur-l'Escaut, dans le Nord, à côté de Roubaix, qui n'existe plus. Mais j'y suis pour rien. J'ai travaillé au Zénith de Lille pendant 17 ans et je suis venu au poste j'ai gravi les échelons, hein. J'étais chef de régisseur salle, et je suis devenu régisseur général, puis directeur technique du Zénith. Et je suis arrivé en 2017 à l'Accor Arena en tant que régisseur général. Et maintenant, depuis cette année, depuis mars de cette année, je suis directeur du pôle régie. Merci Régis. Marc. Bonjour à tous, je m'appelle Marc Brahimcha, donc je suis responsable des départements techniques au sein de la division spectacle à Disneyland Paris. Et mon parcours, j'ai commencé, donc j'ai eu mon bac économie à l'époque. Ensuite, je suis allé en Angleterre pour faire une spécialisation sur la production sonore et toute la partie, on va dire, mixage et autres, toute la partie sonorisation. Et ensuite, je suis revenu sur Paris pour faire un peu de freelance sur différentes expositions. Puis j'ai été embauché à Radio Orient en tant que responsable technique de la radio. Et finalement, Disney est venu me chercher pour y chercher un assistant designer pour toute la partie des spectacles. J'ai commencé en tant que designer, enfin assistant designer audio sur la partie des spectacles, puis ensuite évolué vers le poste de designer, manager audio et enfin maintenant donc le responsable des départements techniques. Et bon, on développera après, mais on a plusieurs départements sur lesquels on peut s'appuyer. Et je vous en parlerai davantage sur tous les spectacles que l'on fait à Disney. Merci. Donc, une première question qui nous est venue lors de nos échanges, c'est qu'est-ce qu'on entend tous et toutes derrière le mot entertainment? Donc, Marc, vu que tu as le micro, mais je te laisse nous faire part de ta vision à toi de qu'est-ce qu'est l'entertainment pour toi. Alors effectivement, entertainment, c'est divertir nos spectateurs, nos visiteurs et leur dépasser leurs attentes, dépasser vraiment ce qu'ils sont en droit de voir et surtout offrir de la joie. Vous le savez, on vit dans un monde pas toujours très gai et tant bien que mal, on essaye vraiment de donner cette joie. Alors ça passe évidemment par des spectacles, des parades, des rencontres avec nos personnages, puisque c'est quand même un thème important chez nous. Et aussi, on essaye de vraiment baigner les spectateurs et les visiteurs dans un univers, puisqu'on est très marqué, donc Disney avec tous nos personnages et nos histoires, puisque tout part de nos films. Et on raconte les histoires soit par théâtre, soit par langue, puisque les parcs sont divisés par plusieurs langues. Et automatiquement, on apporte
une présentation, une thématique autour de ces différents personnages ou différents thèmes. Donc c'est ça notre valeur ajoutée par rapport à d'autres spectacles, c'est que vraiment tout est thémé et on rentre dans la thème et on baigne le visiteur dans cet univers. Une chose importante où il ne faut pas oublier, c'est que on a des théâtres, une douzaine à peu près, qui sont ouverts, fermés, ça dépend des périodes. Et aussi, on a ce qu'on appelle les routes de la parade, parce que comme on a deux parcs, on a ce qu'on appelle cette fameuse route de la parade où il y a les parades qui passent et qui nous sert beaucoup à produire d'autres spectacles de rue, que ce soit le show de nocturne Dreams le soir, soit les petits happenings qu'on peut faire sur différentes scénettes. Et ce qui est important, c'est que dans tous ces univers, on baigne vraiment le spectateur dans une thématique bien précise. Et c'est ce qui, je pense, fait notre force et nous détache un peu par rapport à d'autres entités. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons le Disney Village, qui est la partie, on va dire, plus nocturne, qui se trouve entre les hôtels et les parcs, qui nous permettent aussi d'avoir une vie un peu plus nocturne, avec des concerts, des disques jockeys et autres. Et ensuite, on bascule dans le côté des hôtels où là, on a deux énormes centres de convention sur lesquels aussi on a des mini-spectacles où on peut produire évidemment toute la partie de convention. Merci Marc. Donc Régis, toi, qu'est-ce que tu associerais au terme entertainment? Je rejoins Marc sur l'idée en effet, pour les différentes personnes, le public qui vient, c'est généralement, alors moi je viens du Nord, donc je sais beaucoup de personnes font des sacrifices pour venir voir des spectacles. Donc le but du jeu, en effet, c'est de les accueillir le mieux possible, avec le temps qui nous est imparti, afin une fois sur place, ils oublient toutes leurs différentes problématiques et qu'ils puissent passer un bon moment. Moi, j'ai un maître mot qui est Public is my boss. En effet, moi, mon plus grand plaisir, c'est de voir les gens sourire, danser, et pendant moi ce laps de temps, d'oublier tous les différents problèmes qu'ils peuvent avoir. Par rapport à toi, moi j'associerais le côté sport, parce qu'en effet, on a reçu beaucoup de. Je vois que ça part. On a reçu beaucoup d'événements sportifs sur lesquels on a fait les finales gagnées par les filles au hand. Et là, ça a été un truc de fou. La salle a été retournée. Donc on a ces événements-là. Après, on a en effet énormément de concerts où on voit les gens, les tribunes bouger à fond la caisse. Et donc voilà, même si ce qu'on était en train de dire avant de commencer, nous sommes surtout des personnes de l'ombre, le but du jeu, c'est de pas nous voir. Et même si les préparations sont longues, le fait que toute cette machinerie se monte, parfois c'est compliqué, mais ce qui est la récompense, c'est de voir le sourire des gens en sortant. Voilà. Donc je vais prendre ma casquette de schizophrène. Donc maintenant je vais parler pour l'aspect naval, donc de l'entertainment. Donc effectivement, l'entertainment représente une part très très grandissante dans l'offre de croisière. Ça devient même une part principale. Donc après le Covid, tous les secteurs ont eu un coup d'arrêt, en tout cas un coup de vis. Et l'entertainment est resté le seul secteur où, grosso modo, les offres de croisière ont maintenu leur niveau d'engagement, d'investissement dans l'offre de croisière. Donc l'entertainment est un gros enjeu. Donc les gens, vraiment, on retrouve tous ces besoins-là de divertir, de faire rêver les gens. La chose où il y a une légère différence, c'est qu'évidemment, il y a une grosse offre de spectacles, de concerts, de tout type durant les croisières.
Et maintenant, ce qu'ils ont de plus en plus présent, c'est de ce qu'ils appellent de l'infotainment, c'est-à-dire qu'ils vont offrir notamment des cafés où il y a des retransmissions sportives. Ça devient quelque chose, par exemple, l'infotainment, c'est devenu quelque chose de très présent, et ils investissent dans des bars où il y a des écrans absolument partout qui diffusent à peu près tous les matchs à travers le monde entier. Donc ça, c'est devenu quelque chose d'assez nouveau aussi et de plus en plus présent dans l'idée de l'entertainment. Il y a aussi le spectacle, mais il y a aussi derrière tout ce qui est l'offre liée à l'infotainment. Voilà. Pour faire court, parce que je ne suis ni Marco ni Sacha. Voilà. Ensuite, j'avais envie qu'on essaye d'aborder, on a un peu des fantasmes, hein, parce que la plupart, je pense que vous êtes plutôt du monde du spectacle vivant à la française, j'ai mis des guillemets, attention, et on a souvent l'impression que dans le monde de l'entertainment, la technique est juste d'un autre monde, qu'on est au dernier cri, etc. Et j'avais envie un peu d'avoir votre avis, notamment Marc pour commencer, sur toi, est-ce que vous êtes toujours à la recherche de l'effet waouh, pour le effect waouh, comme ils disent? Est-ce que c'est le cas, ou c'est un fantasme, ou c'est mythe ou réalité? Alors, c'est pas un fantasme, c'est effectivement ce qu'on recherche, l'effet waouh, mais pour le spectacle en lui-même, pas pour la technologie qu'on emploie. Parce que pour nous, on souhaite mettre la technologie au service de la créativité et non le contraire. C'est important parce que on ne va pas mettre une technologie en avant alors qu'il n'y a pas d'histoire à raconter derrière. C'est l'histoire qui amène la technologie et où le besoin de technologie, quitte à ce que cette technologie n'existe pas, qu'on puisse aider nos fournisseurs ou même nous-mêmes l'inventer, entre guillemets. C'est, c'est un point extrêmement important parce que c'est de cette manière on peut baigner nos visiteurs dans ce monde un peu de magie Disney et qui tourne autour. Donc là, c'est vraiment une continuité de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est nos histoires, nos différentes histoires des films que l'on met au service de nos visiteurs qui visitent effectivement les parcs. Ce qui est important aussi pour nous, c'est que on est ouvert 365 jours. Donc on a un challenge important puisqu'on a quand même beaucoup de spectacles à tourner, beaucoup de maintenance à faire, de programmation, d'installation. Effectivement, comme le disait Régis tout à l'heure, c'est qu'on a aussi évidemment beaucoup de personnes dans l'ombre qu'on ne voit pas, toute la partie technique, toute la partie artiste. Enfin, artistes, on les voit sur scène, mais auparavant, on programme, on répète beaucoup avec eux. Et donc, c'est vraiment toute cette partie-là qui est importante et à la différence un peu des autres parcs, nous, donc, ce que je vous disais, c'est qu'on est ouvert 365 jours, 7 jours sur 7, donc évidemment, et on commence à 8 heures du matin et on termine jusqu'à minuit à peu près. Donc, on a une plage horaire assez, en tout cas, ce qui concerne les parcs. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on bascule sur la partie Disney Village où on a beaucoup d'activités aussi et où sur les différents centres de convention sur lesquels on a soit des sociétés, soit carrément des mini-spectacles à faire là-bas. Donc c'est vraiment une particularité et surtout là où on commence à être un peu plus dans l'opérationnel vraiment, c'est que automatiquement, dû au fait qu'on soit là tous les jours, il y a une grande activité à assurer. Donc pour cela, il y a une équipe évidemment qui tourne autour de moi et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais sachez qu'effectivement, il y a beaucoup de cette puissance par rapport aux histoires qu'on raconte. Et ce qui est important de savoir, c'est que la technologie est au service de l'histoire ou de la créativité plutôt que la technologie qu'on met en avant. Ça, c'est important. Il ne faut pas qu'on la voie, la technologie. Il faut qu'elle soit devinée, évidemment par des experts comme nous, mais dans un premier temps, c'est vraiment la créativité qui doit emporter le tout. D'ailleurs, tu t'employais, vu que vous êtes ouvert 365 jours par an, que vous avez 4-5 spectacles des fois par jour dans la même salle, tu parlais d'une certaine forme de, je mets des guillemets, un conservatisme en termes de nouvelles technologies. Ouais.
Effectivement, vous imaginez bien, on a donc beaucoup d'équipes et automatiquement, ça fait que on a besoin d'avoir une répétitivité et donc former tous nos techniciens. Et on a pour cela beaucoup de formations sur lesquelles on s'appuie, que ce soit en interne ou en externe. Et surtout, toutes les équipes doivent impérativement passer des sortes de, ce qu'on appelle des sortes d'operating guidelines, ça veut dire dans lequel il lit tout un document, scène par scène, pour voir s'ils ont l'aptitude à vraiment opérer. On parle aussi bien sur la partie euh, scénique pure que sur la partie sécurité. C'est parce que, comme vous le savez, chez nous, à Disney, la sécurité est le maître mot. On ne met jamais en danger ni nos collègues, ni nos visiteurs, bien évidemment. Donc, tout ça, c'est fait via des checklists au matin ou le soir, une fois qu'on referme la scène. Merci. Je vais prendre... schizophrène à nouveau. Donc effectivement, on retrouve la même chose dans le monde de l'entertainment pour la navale. C'est effectivement, ils ont pas la possibilité. Eux, ils appellent ça le no-show. C'est impossible, ça n'existe pas parce que les gens, comme dit, ont fait des gros sacrifices pour venir faire une croisière. Ça représente quand même un budget, même si les tarifs sont plus attractifs que ce que je pensais par expérience. Mais les gens viennent pour cette offre d'entertainment, donc ils doivent garantir une continuité de service. Donc effectivement, c'est un peu comme ce que disait Marc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir pas forcément le dernier modèle de console. Ils vont attendre que le dernier console soit sorti, que tout le monde l'ait essayé, que tout soit bien stable dans les softs, dans les composants, ce genre de choses. Et après, ils vont l'intégrer. Donc, effectivement, ce que j'avais compris avec Marc et ce qui se passe aussi dans la navale, c'est qu'ils ont du matériel top qualité, mais ils n'ont pas exactement la dernière génération pour des problèmes effectivement, de sûreté du matériel. Aussi de formation, mais ça on va y revenir un peu plus tard. Donc ils ont vraiment cette problématique-là. Et dans le monde de l'entertainment de la navale, évidemment, ils sont confrontés à des problématiques très spécifiques parce qu'on est sur un bâtiment qui bouge. Donc ils ont des vibrations permanentes, donc ils ont des systèmes qui sont très renforcés. Et ils ont des mouvements aussi, c'est pas quelque chose qui est statique, donc ils ont des accélérations positives et négatives qui entraînent aussi des grosses problématiques. Donc les directeurs techniques de l'entertainment, en règle générale, quand ils reçoivent un nouveau navire, ils aiment bien savoir que le matériel a déjà été testé sur d'autres navires pour être sûr que le matériel soit vraiment stable et qu'il puisse exploiter, excusez-moi, et ne pas arriver à un no-show qui est quelque chose qui est quasiment impossible. Donc en termes de technologie, il y a mythe et réalité. C'est sur une navire de croisière, effectivement, on a du vol de drones au-dessus des publics dans la salle, il y a du vol humain 3D dans quasiment toutes les salles, au-dessus du public évidemment. Sinon c'est pas drôle, eux ils savent faire ça, voilà, ils ont le droit de le faire. Mais en même temps, ils garantissent toujours effectivement la sécurité des publics, des salariés, et c'est pour ça qu'ils restent et le no-show, il reste sur une technologie qui est quasiment dernier cri, mais pas tout à fait le dernier cri. Régis, toi, en étant accueillant, d'une certaine manière, tu as un point de vue un peu différent par rapport à la technologie. Nous, on remarque surtout, alors déjà, lorsqu'on a des tournées qui viennent chez nous, surtout les tournées françaises, ils rajoutent toujours un plus, parce qu'ils sont à Paris, donc forcément, par rapport aux tournées des Zénith et autres, ils rajoutent toujours un plus. Moi, ce que je constate en discutant avec les techniciens et les différents protagonistes, on se rend compte que, en effet, les techniciens ne prennent pas trop de risques par rapport à leur matériel pour une question de coût, une question de fiabilité et une question aussi où ils sont, par exemple, je parle des ingé son, ils ont leur propre système. Le mec qui cale le système, c'est généralement toujours la même équipe. Et donc, de là, de faire entrer une nouvelle marque ou autre, c'est un peu plus délicat. Parce que il y a aussi forcément, donc, il y a la formation, mais il y a aussi le temps de pouvoir tester le matériel, etc., qui a forcément un coût. Et donc là, c'est plutôt les producteurs, voire les artistes qui peuvent mettre un coup de pression auprès des producteurs pour avoir le dernier cri. Après, en tant que spectateur, on assimile très vite un système, par exemple, tel type de lumière, on s'est dit, tiens, celui-là, je l'ai déjà vu une fois. Alors après, lorsqu'on regarde d'autres concerts avec ce même type de lumière, on dit, bon, ça c'est déjà vu, next, quoi. Mais en effet, étant donné qu'une tournée coûte
très cher. Les gens, ils prennent pas trop de risques sur ça, quoi. Mais Ce toi, que je pourrais ajouter, excuse-moi, c'est important, c'est effectivement ce que tu parlais tout à l'heure la manière d'utiliser les équipements. Effectivement, on utilise souvent les derniers cris. Et ce qui est important, c'est que aussi il y a la formation de nos techniciens qui est importante par rapport, puisqu'on tourne beaucoup sur les scènes, et aussi les pièces détachées, ainsi que pour la maintenance, c'est quand même beaucoup plus facile quand ils ont à peu près les mêmes équipements sur les différentes scènes. Puisque chez nous, on a une douzaine de scènes qui tournent à l'année et qui sont ouvertes plus ou moins l'hiver, l'été et autres. Donc automatiquement, tous ces équipements, il faut d'abord qu'ils soient vraiment utilisés d'une manière renforcée, 365 jours, et ensuite surtout par rapport aux utilisateurs qui retrouvent toujours la même console, les mêmes unités centrales ou les différentes effets pyro ou consoles, machinerie et autres. Donc c'est extrêmement important. Régis, pour te relancer sur le sujet, tu disais que toi, en tant que direction technique et d'accueil, un des points, par exemple, focal en termes de technologie, c'était sur les évolutions des accroches et des shows qui sont de plus en plus dans des modèles d'accroche assez spécifiques, et que toi, tu étais tout le temps en train de suivre ces shows-là pour voir un peu les spécificités d'accroche qui sont de plus en plus techniques, précises, de plus en plus lourdes aussi, Alors, et avec des configurations très différentes aussi. voilà, nous, on est capable de faire à peu près ce qu'on veut, scène centrale, scène frontale et sport et autres. En effet, moi, je suis quelqu'un de curieux, et il faut l'être. Et par exemple, le dernier concert de Madonna, il y avait, euh, il y avait des écrans qui montaient, qui descendaient avec une projection qui suivait, c'est pas une impression, qui suivait vraiment là. C'était vraiment synchronisé entre le mouvement des deux, de la lentille de projection et de l'écran. Donc j'ai trouvé ça très fort, mais je sais pas encore comment ils ont fait. Si vous le savez, je suis preneur, mais je vais aller chercher cette info-là. Je trouve ça très bien. Après, je reviens sur ce sujet-là. J'ai par exemple aussi j'ai croisé les sondiers de Lampal qui utilisent un nouveau système, mais parce que c'est une tournée qui fonctionne, on leur a donné les moyens de travailler sur ce système-là. C'est un système un peu de son, alors je connais pas trop la Un caractéristique. système de son immersif. Immersif, exact. Donc c'était un travail qui a été fait en amont, parce que ce système-là crée des contraintes de hauteur. En gros, ça fait comme une genre de cage de scène, quoi. Donc toute la scénographie a été faite aussi autour de ces contraintes-là. Voilà. Après, en ce qui concerne l'accroche, etc., là, on va parler plus de la nouvelle réglementation, des nouveaux moteurs, des 8+, etc. Donc je pense que c'est pas trop le sujet. Ouais, c'était pour voir un peu les spécificités. Pour faire un dernier retour sur la question de technologie, le gros intérêt dans la navale, les choses qu'on n'a pas nous en tant que terrien, c'est que quand ils font des navires, ils font des séries de classes. Donc je vais prendre Royal Caribbean par exemple, ils ont 5 ou 6 navires de la même classe. Donc ils sortent pas tous en même temps, évidemment, ils sortent les uns derrière les autres. Et le gros avantage, c'est qu'ils ont un retour de, comme ils appellent ça, une remontée de bord, c'est le terme qu'ils emploient, où intelligemment, ils utilisent les directeurs techniques, ils profitent de l'expérience de directeur technique en tant qu'utilisateur pour faire remonter les informations, pour que le navire qui est en cours de création, il soit déjà en train d'être modifié pour corriger, on va dire, les erreurs ou améliorer les conditions d'utilisation. Et ça, ils font ça tout le temps. J'ai eu le plaisir de passer 3 jours à bord d'un navire de croisière pour visiter tout ce qui était la partie technique à bord, et notamment avec un représentant de Videlio HMS, Nicolas Legrand pour le citer et le remercier. Mais ils sont au 6e navire, et effectivement, moi j'en ai visité 2 déjà, et on retrouve le même navire, mais en même temps on ne retrouve pas tout à fait le même navire. Quand on va dans les régies, quand on va dans les installations, on voit vraiment des différences. Et ils ont cette force-là, parce que nous, en tant que terriens, on échange grâce notamment à l'association Reditech, que je vais citer aussi ici, où on a des remontées d'informations, mais c'est pas le même niveau de remontée d'informations, où quand il y a une salle qui est créée, la salle d'après, on va vraiment bénéficier, on va aller voir les utilisateurs et prendre vraiment le temps d'échanger avec eux pour réintégrer le matériel de façon plus pertinente sur une prochaine salle de spectacle. Ça, la navale se donne les moyens de le faire, ce qui fait que l'entertainment a vraiment une chance de ce point de vue-là.
j'enlève ma casquette de, de naval et je redeviens modérateur. Et justement, on a commencé à parler avec Marc de la gestion des ressources humaines. Voilà, et j'avais aussi envie de se questionner, de s'interroger. En fin en termes de technique, on se rend compte qu'on est quand même pas très loin de la direction technique normale, on va dire, pas de l'entertainment. Et est-ce que dans le terme de ressources humaines, est-ce que déjà, Marc, tu peux nous donner à voir ton équipe, qui doit être toute petite, évidemment? Oui. Effectivement, j'ai une équipe formidable de 6 managers qui chacun a sa spécificité, pardon. C'est-à-dire, il y a un manager audio, un manager vidéo et show control, un manager lumière, un manager effets spéciaux et un manager machinerie, plus un 6e qui s'occupe de tout ce qui est convention et équipement. Et vraiment, je tiens à le préciser, aujourd'hui, on a des personnes passionnées, aussi bien au niveau des managers que des équipes. Et on a à peu près 300 CDI avec nous qui permettent de faire effectivement tourner toutes ces scènes. C'est quand même, je sais, c'est conséquent, mais en même temps, comme je vous le précisais, ouvert 365 jours, donc il y a un turnover naturel qui se fait. Et ce qui est important, c'est vraiment cette passion qui souligne ces hommes et femmes qui font en sorte de donner cette magie de tous les jours. Euh, on souffre effectivement depuis le retour du Covid par rapport à tout ce qui est recrutement, parce qu'aujourd'hui, on est toujours en manque de personnel, comme beaucoup. Pardon, tu nous disais quand même que tu avais aussi 300 intermittents. Oui, Tu as 300 CDI plus 300 intermittents en moyenne. oui, c'est-à-dire on a un vivier de 300 intermittents, grosso modo, mais effectivement, les intermittents, comme vous le savez, vont sur d'autres spectacles, donc sont moins disponibles. Donc on est obligé aussi de monter notre niveau de masse de CDI de manière vraiment à parfaire et fidéliser un maximum. Et pour cela, on a les arguments qu'il faut, évidemment, mais on essaye aussi d'apporter toute notre connaissance et notre compétence. Et ça, c'est vraiment le travail tous les jours, que ce soit des équipes managériales, et même aussi les équipes de régie qui est en dessous, qui les accompagnent tous les jours. Et c'est un point extrêmement important. C'est de cette manière-là qu'on fidélise vraiment nos différents interlocuteurs, évidemment les techniciens et aussi les intermittents, parce que et on a quand même besoin de ces personnes-là pour faire tourner 365 jours. Je crois que tu rencontrais les mêmes difficultés de recrutement que dans le spectacle vivant. Oui, tout à fait. Effectivement, depuis le retour du Covid, on rencontre beaucoup de difficultés, mais il faut savoir les écouter. C'est un challenge qu'on connaissait pas auparavant, mais il faut toujours savoir s'adapter et trouver des solutions. Qu'est-ce qui peut les intéresser par rapport à une génération d'avant qui n'avait peut-être pas les mêmes besoins, mais en finalité, on trouve toujours quelque chose. Et surtout, quand on leur montre qu'on a plusieurs scènes, plusieurs équipements, plusieurs technologies ou plusieurs différentes, comment dire, oui, spectacles, et surtout les spectacles sont quand même vivants chez nous. On a beaucoup de comédies musicales, on a des spectacles, on va dire, un peu plus réguliers, mais de plus en plus, on fait quand même des spectacles de grande qualité, et on a les spectacles aussi du soir qui effectivement allient la vidéoprojection, les jeux de lumière, les fontaines à eau, les drones et évidemment les feux d'artifice, sans parler du son en 360 degrés. Donc une fois qu'on leur parle de tout ça, on arrive quand même à les attirer, avec beaucoup de difficultés, mais on arrive à les passionner. Et c'est surtout vraiment la passion que forment nos équipes et leurs compétences qu'on met en avant de manière à vraiment promouvoir nos différents postes encore à pourvoir. Donc on vous attend nombreux. Et nombreuses. Ouais. Régis, est-ce que tu peux nous faire part de comment est construite ton équipe ou tes équipes, parce que tu as les différents sites. Alors, ouais, étant donné que il y a 3 sites, donc le Bataclan, eux, ils sont autonomes, ils ont une façon de fonctionner qui
qui marche, donc aucun intérêt d'essayer de chambouler ce qui fonctionne. Côté l'Accor Arena et l'Adidas, je chapeaute donc la même équipe enfin, c'est la même chose de l'autre côté, sur les deux sites, je vais y arriver. Donc j'ai un régisseur général. En dessous, j'ai 4 régisseurs adjoints, dont une qui fonctionne, qui va travailler que pour les JO depuis le mois de mars, et elle se consacre à fond sur les JO. En dessous, on a une équipe de chefs d'équipe. C'est-à-dire ce sont les personnes qui mettent en configuration la salle et qui sont présents notamment pour l'accueil aussi des prods, s'il faut faire un réassort au niveau du mobilier. Et après, je m'occupe aussi de la propreté de la salle, etc. Côté Adidas, là c'est un tout autre. L'équipe est un peu plus réduite. Hein. On a un régisseur général. On vient de recruter un régisseur, un adjoint et un régisseur salle. En gros, le fonctionnement de l'Adidas sera un peu comme un Zénith, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont là, on leur demande une polyvalence énorme, contrairement à l'Accor Arena, où là, chaque personne est bien attitrée. Il y a des électros, il y a des mecs de la CVC, il y a des informaticiens. Là, à l'Adidas, on va leur demander d'être un peu touche à tout, avec un renfort s'il y a des soucis côté Accor. Ensuite, on reçoit, je gère aussi des deux côtés la partie audiovisuelle. Par exemple, à l'Accor Arena, on a plus de 450 télés. À l'Adidas, on aura plus de 150, ce qui est rien par rapport à ça. Et donc, on a deux personnes qui vont s'occuper aussi sur les deux sites, deux personnes sur chaque site plutôt, qui vont s'occuper de cette partie-là. Voilà. Après, pour vous parler de l'après-Covid, en effet, nous, on a remarqué, l'une de mes craintes, c'était, étant donné qu'on est resté, beaucoup d'intermittents sont restés sans activité. Donc, ça veut dire peut-être un risque de perdre les réflexes qu'ils avaient. Donc, j'avais craint les différents petits incidents, petits bobos, un fly qui tombe sur le tibia ou autre. Et le métier qui me faisait un peu le plus peur, c'était les rigueurs, parce que c'est généralement fatal, quoi. Et ça s'est passé relativement bien, parce que généralement les rigueurs se sont déportés vers les plateaux télé, où là il y avait plus de demande. Et puis en effet, les montages ont été plus longs au début, la reprise a été plus longue. On a tout de suite vu que en gros tout le monde avait perdu ses propres réflexes, nous compris, hein. Donc les rigueurs, les montages étaient plus longs, avec moins de personnes, parce que des difficultés à trouver les gens. Pareil par exemple pour les caristes ou autres, où généralement les caristes étaient partis plutôt dans les magasins, etc., avaient carrément changé de bord. Après pareil, la même difficulté pour les amis du catering, ce qui veut faire de la restauration pour les équipes, où là ils avaient rencontré exactement la même problématique. Voilà. J'enlève ma casquette de modérateur et je deviens donc responsable naval. Donc une des plus grandes particularités de la gestion des ressources humaines dans tout ce qui est naval, l'entertainment dans la navire de croisière, c'est effectivement une grande différence d'origine géographique des équipes techniques. Il faut savoir qu'en moyenne, là, sur le dernier paquebot que j'ai visité, il y a plus de 50 nationalités à bord et l'équipe technique, ils ont plus de 20 nationalités différentes. Donc forcément, ces gens-là ont tous des façons de voir les choses ou des comportements légèrement différents. Donc une des grandes spécificités du directeur technique de l'entertainment, c'est la gestion du point de vue managérial des personnes. Donc pour exemple, je sais que Sacha Chavenkov suit depuis, je crois que ça fait plus de 10 ans qu'il est avec Royal Caribbean, et tous les ans
minimum, il a 3 journées de formation, c'est des demi-journées, mais grosso modo, ça représente 3 journées de formation sur la gestion de management, le leadership, l'écoute, sur des choses pour pouvoir travailler avec des publics qui sont très différents en termes d'origine. Ce qui fait une grande mixité qui est plutôt agréable. Moi, quand j'ai pu visiter le navire, on voit que c'est très... il y a une façon assez différente dans nos métiers, parce qu'il y a... Ils appellent ça, nous on dit le savoir-faire, le savoir-être, on parle de compétences, et eux ils ont vraiment le savoir-vivre parce que, en fin de compte, ils vivent. Ils ont une expression anglaise que j'ai du mal à traduire, et c'est ils travaillent là où ils vivent et ils vivent là où ils travaillent. Donc effectivement, s'ils embarquent pendant 6 mois ou 4 mois pour les cadres techniques, ben, grosso modo pendant 6 mois, il faut faire avec la personne avec qui on est. Donc ils ont des échanges qui sont très polissés, c'est assez étonnant, mais ils sont très très corrects les uns avec les autres. Ils font très attention à la façon dont ils s'expriment vers les autres et comment ils tiennent compte des retours des personnes. Donc ça, c'est vraiment une particularité de la direction technique de l'entertainment dans le monde de la navale. Voilà, j'ai fini, j'enlève ma casquette de naval et je passe à la question suivante en tant que modérateur. Je vous prie de m'excuser pour ce petit jeu de rôle. Pour finir, pareil, sur un thème, on va dire, mythe ou réalité, la pression financière. Alors, pour être honnête, nous, dans le monde du spectacle vivant à la française, je remets des guillemets, on a l'impression que, voilà, nous, on n'a pas de pression, nous, déjà, ça n'existe pas vraiment chez nous, entre guillemets, mais que le monde entertainment, c'est un monde où il y a beaucoup plus de pression financière que n'importe où ailleurs. Est-ce que, Marc, toi, c'est quelque chose que tu... Régis, pardon. Quelle est pour toi, effectivement, cette vision de la pression financière exacerbée ou pas? Réalité ou mythe? Nous, on a déjà d'abord une pression politique qui est là parce que, bah oui, parce que on rayonne un peu sur les autres corps de métier et les autres entreprises qui gravitent autour de l'accord. Je parle des restaurants, je parle des hôtels, des chauffeurs de taxi et autres, que forcément, si on travaille, on a fait 137 manifs l'année dernière. Tu sais à peu près le nombre de personnes au total, ou tu as une idée? Alors on a reçu plus d'1 620 personnes, je crois. 1 600 000 personnes. On a été élus la première salle en dehors des États-Unis en termes de fréquentation. Donc on rayonne aussi bien sur les entreprises extérieures. Après, on voit très bien que les producteurs, forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, le coût d'une tournée coûte relativement cher. Les investissements faits par les prestataires son, lumière, audio, vidéo sont aussi importants. Donc, en effet, ce coût financier, à mon avis, lorsqu'une tournée se prépare, c'est même pas mon avis, lorsqu'une tournée se prépare, ça rentre forcément dans ce cadre-là, en sachant que les artistes gagnent maintenant plus d'argent sur les tournées en live que sur la vente des disques et plateformes. Voilà. Je crois qu'en termes de pression financière, par contre, vous donnez en tout cas, on te donne les moyens de faire les choses. Je crois que prendre l'exemple de refaire les loges, Ouais. apparemment, c'est un grand chantier et c'est pas quelque chose où effectivement il y a une. Ouais, tout à fait. En gros, j'ai la chance d'avoir un patron qui n'hésite pas à investir. Donc là, on va en effet refaire les loges des artistes. On travaille aussi beaucoup le côté hospi, qui est important pour nous, parce qu'en effet, les gens louent à l'année ou sur 3 ans des espaces, et ils utilisent leur espace comme ils le souhaitent. Donc en effet, on a soigné ces clients-là. Là maintenant, on s'est tourné un peu plus vers le grand public. On a fait des travaux cet été sur l'accueil de la fosse, où on a refait très proprement cette partie-là. On a changé notre 4-faces qui était très vieillissant. Donc là maintenant, on a un magnifique 4-faces qu'on souhaite... C'est un 4-faces vidéo. Un cube vidéo. Avec des bords arrondis, et on souhaite le faire évoluer
pour pouvoir démonter des faces et s'en servir en tant qu'écran de rappel, notamment. Donc on a des gros projets là-dessus, ouais. Tout à fait. Et donc des investissements qui sont très importants. Est-ce que on pourrait résumer la chose en disant qu'on vous donne les moyens vous avez les moyens pour répondre à l'ambition, quoi. Oui, et alors il faut se battre, hein, forcément. Faut réussir à prouver, parce que, par exemple, le fait de faire une loge, on soigne l'accueil, mais on n'a pas forcément de retour sur investissement. C'est pas parce que la loge va être belle que les artistes vont venir, mais ça fait partie, en effet, de notre politique de soigner toutes les personnes qui viennent chez nous, aussi bien le grand public que les hospices, que les artistes et les prods. D'accord, merci. Avant de passer la parole à Marc, je vais reprendre ma casquette de schizophrène naval. Donc effectivement, dans le monde de la navale, là où ils se donnent clairement, moi, pour avoir visité plusieurs fois des navires, ils se donnent vraiment les moyens de leur ambition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il faut vu qu'il s'est lié, il peut pas y avoir de no-show, donc forcément, ils vont pas économiser sur des moteurs, ils vont prendre la meilleure catégorie, surdimensionné bien évidemment pour des raisons de force dynamique liées à un navire en mouvement, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment un point où ils font très attention, et c'est plutôt agréable apparemment, d'après ce que j'ai compris, en tant que directeur technique, travailler dans ces structures-là, parce qu'on a vraiment les moyens de faire les choses, et ça, c'est très agréable. Ça change un peu du spectacle vivant où on nous demande de faire des choses, mais souvent, si on peut le faire avec des bouts de ficelle, c'est pas mal, hein, parlons assez clairement. Mais dans le monde de la navale, c'est en tout cas dans l'entertainment, j'ai l'impression, des échanges, puis peut-être que Marc va nous dire le contraire ou pas, je pense que non, mais il y a quand même des moyens, même s'il y a une pression financière. Là où il y a une très grosse pression financière, c'est au moment de la construction du navire, et justement, vu qu'ils sont toujours en train d'intégrer, toujours en train d'évoluer des retours d'expérience, des remontées de bord, comme ils appellent, eux, ils ont la plus grande pression. Elle est certes financière, c'est surtout une pression de temporalité, parce que dans la navale, contrairement à nous, je sais pas comment ils font, ils se débrouillent de livrer le bateau en temps et en heure. C'est-à-dire que si le bateau il doit être en eau, flottant, en ordre de marche, tel jour, telle heure, effectivement, il est flottant en jour, telle heure. Parce qu'il y a des telles sommes investies sur un bateau, pas dire de bêtises, mais on dépasse largement, on n'est pas loin des 2 milliards sur un navire, donc de dollars. Donc on imagine un petit peu le coût, et sachant que derrière, ils ont déjà vendu, les croisiéristes ont déjà vendu les croisières d'un navire qui est à peine commencé, qui est à peine déjà en construction. Donc ils ont une pression financière phénoménale, et surtout, c'est pas une pression financière, c'est une pression temporelle qui est le plus important. Ça, c'est vraiment le point le plus... c'est plus une pression temporelle qui est vraiment exigeante sur les navires de croisière, et notamment aussi sur tout ce qu'ils appellent le rétrofit, c'est-à-dire qu'ils profitent de l'entretien d'un navire en permanence. Un navire, comme j'ai visité un navire qui avait 5 ou 6 ans, on a l'impression qu'il est complètement neuf, parce qu'ils passent le temps à réintégrer des nouveaux process, des nouveaux outils, des nouveaux aménagements en permanence. Donc ça, pareil, la temporalité, c'est-à-dire le moment où ils peuvent intervenir sur un endroit pour transformer, c'est là où ils ont plus une pression temporelle que financière. Marc, est-ce que, pour revenir, j'enlève ma casquette, pardon, de naval, est-ce que tu peux nous donner, avoir votre système, vous, de production chez Disney? Au niveau donc de la production, effectivement, nous avons donc des équipes de production qui sont rattachées à une équipe, à une direction de production et de création qui, avec les show directeurs, mettent en place un nouveau spectacle. Et donc nous, on a toute la partie opération qui vient en même temps pour la programmation, les formations, et effectivement opérer et maintenir par la suite ces équipements. Pour répondre à ta première question au niveau financier, Mais, effectivement, pardon, juste en termes de production, je crois que vous avez énormément de production interne chez Disney, ah oui, Disneyland Paris. On pourrait croire que c'est une production qui est mondiale, que c'est un show qui est créé aux États-Unis et qui est après joué dans le monde entier, et qui est reproductible à l'infini. Et je crois que justement, tu m'as détrompé sur cette ouais. question-là. Non, non, effectivement, on a l'avantage à Disneyland Paris de faire beaucoup de productions en interne qui nous sont propres, de temps en temps on exporte même sur d'autres parcs de Disney. Mais en tout cas, les nôtres sont exclusives et, euh, et elles sont vraiment faites en interne. Par contre, sur l'aspect de puissance, puisqu'on a quand même une maison mère qui a 6 parcs en tout,
dans le monde. On échange beaucoup sur les technologies, sur les savoir-faire et surtout sur les presque accidents ou les incidents ou les anomalies qui se passent. Que ça soit aussi bien, on va dire, structurellement que techniquement. Ça veut dire un équipement qui défaille, on a une note interne dans toute la direction technique ou même au niveau de la maintenance qui est envoyée sur tous les sites, que ce soit Hong Kong, Shanghai, dans les parcs aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment une plus-value sur laquelle on peut s'appuyer. Et de ce fait, on essaie évidemment d'éviter d'utiliser ces équipements et de voir par rapport à un accident ou un incident qui s'est passé dans un tel parc, évidemment de ne pas le reproduire ou de checker justement à ce niveau-là. Et je crois que cette production interne est due à des attentes. Parce que tu parlais au début Oui, d'attentes des publics et vous devanciez les attentes du public. Pour ton entertainment, c'était aussi ça. Et tu m'as fait comprendre qu'il y avait des attentes différentes suivant la situation géographique du parc. oui, effectivement, nous avons donc ce que je vous disais des landes et donc des thématiques par land. Vous avez Frontierland et Adventureland et, enfin, et tout ce qui est Discoveryland et Main Street et on on se donne l'opportunité d'apporter des spectacles liés à ce land-là, c'est-à-dire et pas faire n'importe quoi, de manière à baigner, ce que je disais, nos spectateurs dans cette thématique. Et ça, c'est un point extrêmement important à nos yeux, c'est vraiment d'immerger, pardon, oui, d'immerser, oui, par moi y compris, de les baigner dans cette immersion au niveau de la thématique du land en lui-même. Et on a pareil le deuxième parc qui s'appelle les Walt Disney Studios, qui est un peu plus thématique des studios de cinéma, qui lui apporte toute la partie cinématographique et avec tout ce que le land qu'on a ouvert il y a 1 an et demi maintenant avec les Avengers et avec les futurs lands qu'on va ouvrir prochainement aussi. Si j'ai bien compris aussi, le fait que vous ayez des productions internes, c'est dû que les attentes du public ne sont pas les mêmes en Asie, aux Oui, tout États-Unis à et en fait. France. Exactement. C'est la réalité. Effectivement, les attentes de nos amis américains ne sont pas les mêmes qu'un Européen, comme ceux d'Asie. Donc c'est pour ça que nos productions sont faites en interne. Ce qu'on essaye plus ou moins de- d'exporter ou d'échanger, c'est surtout sur la partie parade avec les chars. C'est-à-dire on essaye quand un char ou quand plutôt une parade est sortie, on essaye quand une fois qu'elle a fait son temps chez nous, de le renvoyer aux États-Unis ou vice-versa. Ça, c'est une économie d'échelle qu'on peut avoir, aussi bien donc sur la partie de la parade que même aussi musicale, parce que quand un nouveau spectacle sort, c'est souvent lié à une thématique d'un film qui vient de sortir. Donc automatiquement, les États-Unis ou l'Asie veulent faire sortir un nouveau spectacle avec cette thématique, donc on essaie de partager les coûts de production aussi, et surtout musical et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est quand même un gain assez important là-dessus. Donc pression financière, mythe ou réalité? Non, réel, on est là pour malgré tout faire de l'argent, hein, faut pas se leurrer. Euh, je vous rappelle qu'on est 17 000 employés à Disney. Autour de nous, il y a toutes les villes qui s'appuient que sur notre économie, enfin que non, mais beaucoup s'appuient beaucoup sur notre économie. On est indirectement 30 000 40 000 employés qui se servent de notre appui. Il y a toutes les agglomérations, sans parler de tout ce qui tourne autour indirectement. Donc automatiquement, il faut qu'on soit là, qu'on soit présent et qu'on continue à avoir beaucoup de spectateurs. Je vous ai apporté quelques chiffres pour vous parler un peu, que vous ayez une conscience de ce qu'on a. On a à peu près entre 15 et 17 millions de spectateurs par an. Ça dépend des années. Et au niveau, depuis le Covid, on a drainé, en tout cas dans nos 6 salles de spectacle uniquement, 9 900 000 spectateurs.
Pour vous dire, c'est un chiffre fort, mais c'est quand même un point important pour vous dire qu'on a une répétitivité et surtout un matériel vraiment à prouver et aussi bien sur la technicité que sur la valeur ajoutée de l'être humain derrière, parce qu'il faut qu'on entretienne et surtout qu'on continue à motiver tous nos techniciens pour faire l'excellence par rapport à ça. Et depuis juste cette année, on a fait 6 millions de spectateurs. Et uniquement, pourquoi je vous donne ces chiffres, c'est pour vous donner la perspective par rapport à ce qu'on draine. Et ces chiffres sont sans parler de tous les spectacles extérieurs qui ne sont pas quantifiés aujourd'hui. C'est-à-dire tous les soirs, on a ce qu'on appelle Dreams, c'est le spectacle de nocturne le soir, qui draine beaucoup de spectateurs. On a les parades qui drainent aussi beaucoup de spectateurs et ceux-là ne sont pas quantifiés aujourd'hui. On a aussi des spectacles qui ouvrent uniquement sur la période Halloween, période de Noël comme actuellement. Donc, c'est quand même une pression importante pour mes équipes et de manière à ce qu'on produise et qu'on continue cette excellence opérationnelle, comme on appelle ça. On peut passer aux questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Par contre, je vais vous demander de parler dans le micro, parce que vu que c'est enregistré et que c'est en replay, je me répète pour ceux qui sont peut-être arrivés après, si vous pouvez poser des questions dans le micro. Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Waouh, la foule en délire. Ne levez pas les bras tous en même temps, s'il vous plaît, ça va faire mauvais genre. Je crois que, Marc, toi, tu disais qu'en fin de compte, la taille du parc faisait aussi que tu avais des économies d'échelle. Contrairement à quelqu'un, un directeur technique qui est dans une salle de spectacle, s'il y a un moteur qui tombe en panne, il va falloir qu'il se débrouille de louer. Oui. Alors que toi, vu la taille, ça générait aussi une sorte d'économie d'échelle. Effectivement, ce qu'on essaie de faire dans la mesure du possible, c'est qu'on essaie d'uniformiser un maximum nos équipements, d'abord pour des histoires de formation, que le technicien sache opérer plus facilement. Derrière, pour les questions d'équipement, aussi de pièces détachées, et évidemment pour nos amis de la maintenance, pour pouvoir aussi réparer rapidement. Et donc, fatalement, quand on achète pratiquement toujours les mêmes équipements, on essaye aussi de faire des économies d'échelle, que ce soit pour le matériel comme pour le consommable derrière, évidemment. Je vous ai laissé une chance. Toujours pas de questions? Bon. Ah, si. Ah, il y a une question, mon Dieu. Tiens, je vous passe le micro, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Je m'appelle Karim, je suis directeur technique dans un centre culturel. Je voulais juste vous poser une petite question par rapport au temps de travail, comme vous le soulignez tout au début. Comment réussissez-vous à organiser votre temps de travail avec vos équipes, avec les productions, avec la création, les spectacles qui arrivent? Parce que, surtout pour vous, chez Disney, vous travaillez 365 jours à l'année, donc je me demandais comment vous réussissez à faire ça. De plus, vous aviez parlé de formation des équipes, de la sécurité à mettre en place sur vos sites. Donc voilà, je me demandais comment vous réussissiez à gérer tout ça. Et une autre question sur la productivité. On va commencer par une, après... Ouais. Okay. Ça marche. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai plusieurs équipes qui travaillent sur le terrain en CDI. Et j'ai des étames qui ont un statut étam et des statuts cadres. Les étames, ce sont les personnes qui sont payés à l'heure, tout simplement, hein, ils doivent faire un certain quota d'heures. Ce sont les chefs d'équipe, ce sont les personnes qui mettent en configuration la salle. Donc ils sont 3, bientôt 4, et donc ils tournent régulièrement. Ensuite, en tant que régisseur, moi mon fonctionnement est la façon suivante. Lorsque je reçois de la part des producteurs une implantation à faire, donc je dédie à une personne, à un régisseur adjoint de faire
de faire cette implantation-là. Donc ça veut dire que cette personne-là va s'occuper du dossier. C'est-à-dire toute la préparation en amont, ça sera fait, c'est cette personne-là qui le fera avec la production. Ensuite, elle est là à l'accueil, la prod. Généralement, nous, notre créneau horaire, c'est on commence à 6 heures du matin et une prod part à 2, 3 heures du matin. Donc j'ai deux personnes. J'ai une personne qui est là le matin, qui a travaillé sur le projet. Donc il est garant que toutes les décisions qui ont été prises soient respectées sur le terrain, soient montées dans les règles de l'art et qu'au niveau sécurité, on réponde à toutes les contraintes et toutes les exigences données aussi bien par le bâtiment, par l'accord, que par la législation. Ensuite, j'ai un relais qui se fait le soir où j'ai une personne qui s'occupe généralement elle vient généralement aux alentours de 17h et donc elle fait la liaison jusque 2h du matin. Elle s'occupe du noir sale et de l'évacuation des publics. Voilà. À toi, Marc. Nous, en ce qui concerne effectivement, nous avons donc les 35 heures que nous sommes obligés de respecter, bien évidemment. C'est pour ça que nos équipes sont importantes, justement, pour pouvoir pallier à toutes ces variations. Déjà, aussi bien au niveau opérationnel tout court, que même pour faire les montages, les répétitions, les programmations. Et souvent, tout se passe de nuit chez nous, puisque le parc est ouvert en journée. Et on doit le faire essentiellement de nuit, surtout les théâtres non fermés. Quand une salle est fermée, c'est facile, entre guillemets, on peut le faire en journée. Mais souvent, de plus en plus, tel qu'on l'a fait récemment sur le Roi Lion, on avait une équipe qui opérait la journée et on avait tout un nouveau cast avec une équipe technique en doublon qui est répété à partir de 20 heures dès qu'on fermait le théâtre. Donc c'est une pression assez grande parce que d'abord, il faut trouver ce personnel en plus. Et ensuite, qu'ils aient les compétences, qu'ils aient les formations en adéquation et effectivement, ensuite savoir utiliser le matériel qu'on a entre les mains. C'est pour ça que l'équipe est extrêmement importante, que j'ai autant de managers et que c'est le seul moyen d'y arriver à aujourd'hui. On a peut-être d'autres idées encore à venir, mais aujourd'hui, c'est la partie la plus importante, c'est de doubler ou d'avoir les équipes en adéquation avec nos besoins aujourd'hui, c'est clair. Sachant que quand on monte un nouveau spectacle, on est sous format production. Donc, on sort de la partie opérationnelle pure. Ça, c'est un point important à savoir. Donc, c'est un budget, entre guillemets, séparé de la partie opérationnelle. Donc, à ce moment-là, on peut recevoir des budgets supplémentaires pour évidemment soit des intermittents, soit embaucher des CDI en supplément de par nos besoins ou des CDD de long terme aussi. Donc c'est assez variable, on peut varier autant. Mais effectivement, on respecte toujours les 35 heures, en tout cas dans la mesure du possible. C'est toujours le cas. Et surtout, ce qui est la contrainte chez nous en plus, c'est les 11 heures entre deux shifts. Quand on finit un montage ou une répète de nuit, il faut vraiment qu'on soit sûr que le lendemain, la personne ne commence pas à 11 heures avant la fin de son shift. C'est les réglementations et on s'y plie. On a ce qu'il faut. Alors, on est beaucoup aidé à Disney par rapport. On a un appui de nos partenaires qu'on appelle ça. Ça veut dire aussi bien la partie safety qui nous apporte leur expertise, qui nous cadre de temps en temps lors des montages. On a la partie RH qui nous accompagne sur toute la partie sociale et tout ce qui va avec. Et on a aussi la partie financière et ce qu'on appelle aussi la partie labor management qui nous apporte aussi toute leur expertise et donc les heures en face de nos besoins, de manière à vraiment dimensionner les équipes avec le réel besoin. On se projette souvent plusieurs années à l'avance de manière justement à dimensionner nos équipes dans ce sens-là.
Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière Non, il y avait question? une deuxième. Ah, il y a une deuxième, pardon, excuse-moi. Ouais, j'avais une Pardon. deuxième question. Merci pour les réponses. Bah, c'est plus une question pour vous, surtout par rapport au Bataclan, parce que je la ramène à mon expérience personnelle. J'ai remarqué que depuis, bah, déjà un peu avant le Covid et depuis l'après-Covid, que ce soit les artistes ou les techniciens sont de plus en plus demandeurs de matériel extra. Et la plupart du temps, on arrive à leur imposer, nous, notre parc de matériel et notre équipe. Et une fois qu'ils ont réalisé leur concert ou leur spectacle avec notre matériel, en fait, je ramène ça à la création par après, c'est qu'ils sont vraiment contents de ce qu'ils ont eu. En n'ayant pas loué le dernier kit sono, la dernière production. Donc, est-ce que vous arrivez, vous, de temps en temps, à imposer votre structure et votre parc matériel et vos équipes aussi, quoi? Alors, nous, on reçoit des petites tournées. Généralement, c'est un semi, voire deux. Il y a déjà eu plus, hein, mais c'est un semi, voire deux. Et généralement, on a notre kit qui est présenté, mais généralement, ils ramènent des compléments. Parce que les artistes que l'on reçoit au Bataclan, ils ont un peu comme dans les Zénith ou à l'Accor Arena, ils ont une scénographie, forcément. Et donc, généralement, ils utilisent leur propre matériel. Et nous, on ramène un complément, ou inversement. Voilà. En ce qui nous concerne, alors, C'était pour moi la question. C'était pas... d'accord. Je peux répondre parce qu'on fait aussi beaucoup d'événements, malgré tout ce que tout le monde pense. On essaye effectivement de proposer notre matériel. Il est à disposition, il est là, et on sait l'utiliser. De temps en temps, il y a certains artistes qui utilisent ou exigent leur matériel. Il faut savoir que, et ça c'est une partie importante, on a beaucoup d'événements. On fait un peu de sport, on a fait du sport dans le passé avec la LNB et tout ce qui est basket. Et dans les centres de convention, dans le Dôme et tout, on a beaucoup d'événementiels sur lesquels on peut s'appuyer effectivement, soit pour utiliser de nouveaux matériels pour que nous, on puisse aussi le tester, soit parce qu'effectivement les artistes le réclament. Mais dans la plupart du temps, on a cette facilité d'échanger avec eux et de temps en temps de trouver un terrain d'entente entre nous. Merci. On arrive, avec plaisir, on arrive à la fin du temps, parce qu'on a une pression temporelle et pas financière. Donc je tenais à remercier Marc et Régis d'être venus, d'avoir pris du temps pour échanger avec vous. Moi, je vais dire peut-être le petit mot de la fin, dire qu'effectivement, je pense qu'on a tout intérêt à voir ce qui se passe dans le monde de l'entertainment, et l'entertainment a aussi intérêt à voir ce qui se passe dans le monde vivant, dans le spectacle vivant, parce qu'il y a des enseignements à tirer des deux côtés, et notamment quand on entend Marc parler de la gestion des ressources humaines, je pense que ça serait bien qu'on applique vraiment ça, et pour avoir aussi visité les bateaux de croisière, qu'on applique de la gestion de ressources humaines dans le spectacle vivant et vraiment employer le mot management et être des vrais managers sans voir le côté obscur de la force, le côté positif. Donc ça, c'est un petit exemple, mais voilà, je pense qu'on a tout intérêt à mixer nos expériences, nos parcours, parce que nos façons de faire, nos façons d'être avec nos collaborateurs, je pense que c'est très pertinent, d'où l'idée de cette table ronde aussi, et merci au JTSE de l'avoir organisé, et merci à vous, et bon salon.